Ne pas laisser de traces, c'est depuis toujours la hantise des criminels. Aujourd'hui, la police moderne s'intéresse aux moindres cheveux, à la moindre goutte de sang, traces de sperme, postillons, au moindre petit morceau de peau. Le tueur de l'Est parisien, l'assassin violeur de Caroline Dickinson, celui d'Angélique Dumès, ont laissé des empreintes. Ils ont en quelque sorte abandonné sur place, sur la scène du crime, leur carte d'identité génétique, cette carte qui fait de chacun d'entre nous un être unique au monde. Ils n'ont pas commis le crime parfait. En quelques années, cette technique de l'ADN a permis de résoudre des dizaines d'enquêtes. En 98, par exemple, pour la première fois, elle a permis de confondre un serial killer, un tueur en série. Automne 1997, un homme terrorise la capitale. Coup sur coup, il vient de tuer deux jeunes femmes, Estelle Magde et Magali Sirotti, retrouvées violées et égorgées à leur domicile tout près de la Bastille. À chaque fois, l'homme a procédé de la même manière. Il a suivi les femmes dans la rue avant de pénétrer de force chez elles. Le tueur de l'Est parisien fait la une des journaux. Il aurait même déjà frappé 2 ans auparavant. Les policiers sont sur la piste d'un meurtrier hors du commun. Ils sont en effet de plus en plus persuadés qu'ils ont affaire à un tueur en série qui sévit dans l'est de la capitale. Y a-t-il un serial killer dans Paris? Une femme en est convaincue. Elle décide alors de témoigner face aux caméras. J'affirme qu'en fin juillet 95, les autorités savaient qu'ils étaient en face d'un tueur en série, un homme extrêmement dangereux et que, en toute bonne logique de serial killer, on pouvait s'attendre à ce qu'il recommence. Cette femme, c'est Anne Gauthier, la mère d'Hélène Frinking. Hélène Frinking, 27 ans, a été assassinée à son domicile en juillet 95. Son meurtre ressemble trait pour trait à ceux de l'automne 97. C'est une violence terrible d'imaginer qu'après après presque 2 ans et demi après la mienne, il y en a 2 autres et qu'on sait maintenant que c'est le même homme et alors on l'a manqué. Et voilà, c'est surtout la colère. Cette colère la décide à briser le silence. Pour ne pas gêner l'enquête, 26 mois durant, elle s'est tue. Cette fois, son interview paraît dans Libération avec un titre choc. Sous le coup de l'immense émotion, de la violence de l'émotion avec ces 2 jeunes filles assassinées là, à l'automne, j'affirmais qu'il y avait 2 morts de trop et qu'on aurait dû mieux agir sans aucun doute pendant toutes ces années pour éviter ça. Au même moment, le juge d'instruction Gilbert Thiel reçoit la confirmation scientifique. L'intuition d'Anne Gauthier est juste. Sur la dernière victime, on a retrouvé une empreinte génétique déjà bien connue. Donc lorsque sur la scène du crime d'Estelle Magde on retrouve un vêtement taché de sang, on s'aperçoit que c'est un mélange de sang d'une part de la victime et d'un autre individu. Et là on s'aperçoit bien évidemment que c'est encore le même individu que celui que l'on pourchassait sans succès, qu'on essayait d'identifier sans succès depuis 1994. En effet, en 94 et 95, 3 jeunes femmes sont attaquées au moment où elles rentrent chez elles. 1994, le tueur suit Agnès Nischkamp dans cette cour du 11e arrondissement. Il se précipite dans son escalier, force sa porte, violée, égorgée, et est retrouvée morte au matin. 1995, la fille d'Anne Gauthier subit le même sort. Des traces de sperme retrouvées sur les lieux des 2 crimes prouvent qu'il s'agit bien du même homme. 1995 encore, Elisabeth échappe au tueur en se jetant par la fenêtre. C'est la salive retrouvée sur un mégot qui confond le meurtrier. On avait dans les 3 fois, donc le meurtre d'Agnès, l'agression d'Elisabeth et le meurtre d'Hélène, ma fille, dans les 3 fois, il y avait une empreinte génétique et c'était le même homme. Avec un risque, moi je me souviens de l'époque, on m'avait dit qu'il y avait un risque d'erreur sur 700 000 millions. Quelque chose comme ça. Et moi qui ne suis pas scientifique du tout, je croyais que tout le monde allait trouver, enfin que c'était formidable, quoi. On avait là un outil scientifique absolument fabuleux et qu'on allait trouver tout de suite. Mais c'était pas si simple. À la décharge des services de police et peut-être à la mienne propre, je dois dire que 1995, tous les services de police étaient mobilisés pendant l'été pour essayer de mettre un terme à la campagne d'attentats qui ensanglantait Paris, et qu'en définitive tout ça s'est passé dans un climat qui ne favorisait peut-être pas la sérénité et le recul suffisant.
Le tueur ne laisse aucune empreinte digitale derrière lui. Seule trace visible trouvée dans l'appartement d'Hélène, l'empreinte d'un pied ensanglanté. Un pied dit égyptien. Le second doigt de pied est plus long que le gros orteil. Dès l'été 95, cette particularité est mentionnée sur les fiches de recherche distribuées aux policiers. Figure aussi le portrait robot d'un homme de type nord-africain, dessiné grâce au témoignage de la rescapée. 2 indices qui ne mènent à rien. Reste l'empreinte génétique. Donc on a cette empreinte, mais qu'est-ce qu'on en fait? On est seulement capable de dire c'est le même. Mais on n'a pas de fichier, donc on ne peut pas trouver à qui elles appartiennent. Donc c'est ce qu'on appelle l'empreinte inconnue X. Voilà. Ça va rester comme ça près 2 ans et demi. Novembre 97, tout change. Avec 2 nouvelles victimes et la pression des médias, il y a urgence à trouver le tueur de l'Est parisien. Le juge Thill défie les pesanteurs administratives. Il veut mettre un nom sur cette empreinte. J'estimais qu'il était de mon devoir de magistrat de passer outre à l'insuffisance d'outils et j'ai essayé de m'en créer un moi-même. J'ai pris la décision de faire effectuer des recherches systématiques dans tous les laboratoires qui faisaient de la génétique, qu'il s'agisse des laboratoires publics ou qu'il s'agisse des laboratoires privés, voire même des experts privés qui avaient été amenés à effectuer des recherches dans le cadre d'expertises judiciaires. Nous sommes au laboratoire de biologie moléculaire de Nantes. Dans ces armoires se trouvent des milliers d'expertises, des milliers d'empreintes génétiques prélevées au cours d'enquêtes criminelles. Le docteur Olivier Pascal va devoir les comparer une par une avec le code ADN du tueur de l'Est parisien. Pour chacun des dossiers, il fallait ressortir le dossier papier, ouvrir le dossier et puis comparer visuellement. Chaque code génétique a des caractères très particuliers, donc il suffit de mettre côte à côte les 2 images et de voir si elles sont identiques ou pas. Il n'y avait pas un moyen pour pouvoir recouper tous ces dossiers Et non, hélas, le fichier d'empreinte génétique n'existant pas, tous nos dossiers sont conservés comme tout dossier médical individuellement dans une pochette. Il faut vraiment les ressortir les uns après les autres pour pouvoir trouver le code génétique. Cette recherche fastidieuse va durer des mois. Jusqu'à ce qu'un jour de mars 98, Olivier Pascal découvre que depuis près de 3 ans, il possède, sans le savoir, l'identité du tueur. Eh bien, nous avons trouvé dans nos dossiers un individu qui correspondait au tueur de l'Est parisien. Son code génétique était identique. Il s'agissait d'un individu que nous avions déjà analysé en 1995. En effet, en septembre 1995, l'ADN de l'individu nommé Guy Georges a été prélevé dans une affaire de meurtre dans des parkings. Guy Georges est un métis antillais de 35 ans, un marginal déjà condamné plusieurs fois pour des agressions sexuelles. Bien sûr, nous avons analysé plusieurs régions de l'ADN et pour chacune de ces régions de l'ADN, le code génétique de Guy Georges correspondait à celui de l'ADN du tueur de l'Est parisien. Donc pour nous, il était évident qu'il s'agissait de lui. Lorsque nous avons fait nos calculs de probabilité, elles étaient infinitésimales. Donc il n'y avait pas d'erreur possible. Il n'y avait pas d'erreur possible. Après plusieurs mois de traque, le tueur présumé de 7 femmes dans l'Est parisien a été arrêté aujourd'hui. Depuis 24 heures, les policiers étaient à ses trousses. Madame, monsieur, bonsoir. Le tueur en série présumé de l'Est parisien a été arrêté aujourd'hui. Aidés par la génétique, les enquêteurs ont réussi à identifier et à arrêter l'homme qui est suspecté d'être le tueur en série de l'Est parisien. Et donc Guy Georges a été trouvé, en effet, c'était un SDF, c'était pas du tout le gars qu'on attendait, nous avait été décrit par des profileurs ou autres, et donc il a été trouvé entièrement, ça c'est clair, par son ADN. Donc les 2 ADN de Guy Georges et du tueur d'Est parisien étaient dans nos dossiers côte à côte, mais nous n'avons jamais effectué de comparaison, puisque aucune mission ne nous avait été fournie pour le faire. Si un fichier génétique avait fonctionné à cette époque, on aurait été certainement beaucoup plus vite, et en tout cas on aurait pu identifier dès l'été 1995 l'auteur des faits. C'est-à-dire 2 ans avant les meurtres de Magali et Estelle. Pour Anne Gauthier, le soulagement se mêle à la douleur. Le soulagement de savoir que la terrible série de meurtres est terminée, la douleur d'avoir eu raison. Les 2 nouvelles morts de l'automne 97 auraient pu être évitées. Après son arrestation, Guy Georges avoue les 7 meurtres dont il est soupçonné, avant de tout nier. Le 20 mars 2001, il comparaît devant la cour d'assises de Paris.
il est souriant. Il paraît décontracté. Le tueur en série présumé fait face aux parents des jeunes filles assassinées. Surpris par la foule qui se presse devant la cour d'assises, Guy Georges n'a pas un mot, pas un regard pour les parties civiles. Parmi ces familles, une femme va faire face pendant 3 semaines à l'assassin présumé de sa fille, Liliane Rocher. Elle est la maman de Catherine Rocher, une jeune femme de 27 ans retrouvée poignardée dans un parking en janvier 1994. Aucune empreinte génétique n'a été retrouvée sur les lieux. Guy Georges se dit innocent. Dès le début du procès, nous le savions avant, déjà il était rentré dans un déni total. C'est-à-dire il était revenu sur tous les aveux qu'il avait faits. Il niait toute culpabilité. Ça n'était pas lui, soutenu en cela, bien évidemment, par ses avocats. Et il a commencé à se fissurer au moment où on abordait les crimes avec ADN. Parce que de toute manière, tout ce qu'il pouvait dire ne tenait absolument pas la route. C'est encore la génétique qui va causer la perte de Guy Georges. Juste avant le témoignage de la rescapée, chez qui on a retrouvé un mégot portant son ADN, Guy Georges craque. Il avoue tous les meurtres. L'énumération a été faite par ses avocats, l'énumération des victimes. Lui s'est contenté de dire oui. Oui. Avez-vous tué Pascal Escarfeuille? Oui. Avez-vous tué Catherine Rocher? Oui. Avez-vous tué jusqu'à la dernière? À cette reprise, Guy Georges dit oui. L'émotion est à son comble. L'accusé en pleurs demande le pardon des familles. Pour la première fois depuis le début du procès, Liliane Rocher croise son regard. J'ai regardé Guy Georges, ses yeux se sont portés sur moi. J'ai articulé « merci » et il a fait un signe de tête. Et en ce moment, je suis sous le coup de ce dialogue qui n'en est pas un. J'ai pu dire merci à l'assassin de ma fille. Ça ne veut absolument pas dire que j'étais attendrie par le personnage et que je lui pardonnais en aucune manière les horreurs qu'il a commises. C'était uniquement de manière ponctuelle pour avoir avoué, parce qu'il aurait pu, effectivement, au moins pour les meurtres avec lesquels il n'y avait pas d'ADN, garder cette attitude de déni jusqu'à la fin du procès. Reconnu coupable de 7 assassinats, une tentative de meurtre, un viol et une agression, Guy Georges est condamné à la peine maximale, réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans. Alors Charles Diaz, quand on entend parler de ces techniques de l'ADN, on a l'impression que ça a toujours existé. Mais c'est une découverte assez récente. Hein. Oui, l'ADN, ça a une quinzaine d'années à peu près. C'est en 1985 qu'un Britannique, un scientifique anglais, Alec Jeffreys, comprend qu'on peut utiliser les découvertes qui existent déjà depuis un certain temps sur l'ADN en police scientifique. Alors rembobine la cassette, je suppose que vous qui êtes policier, vous avez lu Sherlock Holmes. Bien sûr. Ça n'existait pas, bien sûr, la police scientifique à l'époque de Sherlock Holmes. Mais il avait senti les choses. Oui, sauf que Sherlock Holmes, c'est plus un logicien qu'un policier scientifique. Ah ben la loupe. Ah oui, mais la loupe, c'est quoi? En réalité, c'est quelqu'un qui ne se contente pas du témoignage humain. C'est quelqu'un qui se dit la matière a quelque chose à m'apprendre. Et à partir de constatations que je vais faire, je vais pouvoir déduire des hypothèses, pouvoir avancer dans mon enquête. Ça, c'est déjà l'intuition de la police scientifique. C'est tout à fait. Je dirais, c'est le début du concept de témoignage de la matière et de l'utilisation de ce que vont apporter toutes les méthodes pour découvrir des choses sur les lieux du crime pour la suite de l'enquête. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, donc à la fin du 19e siècle, on n'a pas ces habitudes sur les scènes de crime. Il n'y a pas réellement de scientifiques qui se transportent sur place. Est-ce qu'on peut dater les origines de la police scientifique en France? Oui, je crois qu'on peut réellement parler de démarrage de la police technique à partir du système anthropométrique de Bertillon. C'est-à-dire 1883, grosso modo. Eh bien, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la police scientifique en France, elle n'est pas née de formidables avancées de la science. Elle est née d'un problème basique qui est celui des récidivistes. On n'est pas sûr de l'identité des gens qu'on arrête et on ne sait pas s'ils n'ont pas été déjà condamnés ou s'ils sont recherchés. Alors Bertillon, qui est un commis aux écritures à la préfecture de police, se dit que, en appliquant la loi du Belge Quetelet, qui dit que
tous les ossements humains ne bougent pas une fois qu'on a dépassé l'âge adulte. Il se dit, si à chaque fois que j'ai un détenu, je prends ces mesures, et que par la suite il est arrêté et que je compare ces mesures aux anciennes, je vais l'identifier automatiquement. Et finalement, il obtient des résultats. Bertillon, c'est aussi le premier à sentir qu'il existe une scène du crime et qu'il faut absolument la protéger et l'explorer pleinement. Exactement. C'est le premier à avoir constitué un véritable service d'identité judiciaire avec prise de plans, prise de photographies, avec recherche de traces et d'indices sur les lieux du crime. Alors, on n'est pas encore dans la grande police scientifique qui va naître quelques années plus tard. On est en quelle année, là? Là, on est autour de 1890. Et ce qui est intéressant avec Bertillon, c'est que son système, il va le défendre, il va être exporté partout dans le monde, et un beau jour, il va disparaître à cause de l'émergence de l'empreinte digitale. À l'époque, il n'y a pas de laboratoire. En France, il faudra attendre 1910. Et un professeur resté célèbre dans ce domaine, qui est le professeur Edmond Lecard, pour voir se constituer le premier laboratoire de police scientifique, d'ailleurs dans le grenier du Palais de Justice de Lyon. On fait un saut par-dessus l'ADN, par-dessus notre époque, pour parler de l'avenir. L'avenir, c'est quoi, selon vous? Un jour, peut-être, on pourra capter l'air d'une pièce et avec les molécules qu'on aura trouvées dans cette pièce, pouvoir établir l'identité de quelqu'un qui s'est trouvé sur les lieux. Là encore, ce qui nous limite, c'est les progrès de la science et de leur application en police technique et scientifique. Vous dites, on pourra peut-être capter l'air d'une pièce. Vous pensez que c'est dans les tuyaux? Il y a déjà actuellement des expérimentations qui sont faites s'agissant des molécules d'odeur. C'est-à-dire que chacun d'entre nous diffuse des molécules particulières qui tiennent à son parfum, qui tiennent à sa peau, qui tiennent à un certain nombre de choses comme cela. Et il y a déjà des études actuellement qui sont faites pour essayer de déterminer des caractéristiques. Parce qu'en police scientifique, il faut des caractéristiques pour pouvoir comparer et dire que deux éléments, deux substances sont identiques. Donc ces travaux existent aujourd'hui. On en verra sans doute un jour le bout et l'utilisation sur la scène de crime et par la suite en laboratoire. Alors bien sûr, le recours à l'ADN est une technique magique, une technique qui fascine. Il y a d'autres techniques qui permettent de mettre la science au service de l'enquête de police. Dans l'affaire Dandonneau, par exemple, les gendarmes interviennent sur un simple accident de voiture et ils finissent par arrêter un assassin. Une petite route du département de l'Hérault, une route de montagne, déserte et isolée. Juin 1987, 1h30 du matin, aucune voiture ne circule si ce n'est une Austin Métro. À son bord, 2 occupants. Au bout de cette ligne droite, la voiture percute ce rocher. Le conducteur part chercher du secours. Il laisse seul son ami blessé et inconscient. À environ 20 km de là, les gendarmes de la brigade territoriale du Bousquet d'Orbe sont alertés. André Rofast rejoint aussitôt les pompiers sur les lieux de l'accident, au col de l'homme mort. Quand vous êtes arrivé, la voiture, elle se trouvait où? Elle se trouvait alors encastrée sur ce rocher. Et côté, alors sens, le col de l'homme mort, Seille. Elle était en partie incendiée et les pompiers terminaient d'éteindre, bien sûr, de circonscrire l'incendie. Et c'est là qu'on s'est approché. On a vu un corps tout embrasé, où les jambes avaient disparu et il était calciné, quoi. Il restait quasiment plus rien. Les pompiers nous ont dit il s'agirait de monsieur Dandonneau, je crois. Vous le connaissiez, monsieur Dandonneau? Pas du tout. J'avais entendu parler de lui vaguement, car c'est un nom de la région, mais lui, personnellement, je ne le connaissais pas. On a fait quand même le tour, l'environnement des lieux, on n'a rien trouvé de particulier. On est même revenu sur les lieux le lendemain. Bon, on n'a rien trouvé de particulier. Pour nous, c'était un accident dramatique. C'est tout. Un banal accident de la route, c'est ce que titre la presse locale. Yves Dandonneau, chef d'entreprise, 41 ans, 6 enfants, est donc mort carbonisé. Les restes de son corps sont incinérés dès le lendemain, ses cendres dispersées par ses proches sur les lieux de l'accident. Quelques semaines plus tard, à Paris, la compagnie d'assurance Général Accident, aujourd'hui disparue, reçoit le certificat de décès d'Yves Dandonneau.
Prévoyant, le défunt avait souscrit un contrat d'assurance vie au bénéfice de sa compagne. Le capital s'élevait à 750 000 francs, mais il était triplé en cas d'accident de la circulation. Soit un montant total de 2 250 000 francs de primes. Cependant, un point particulier attire l'attention de la compagnie. Le contrat a été souscrit 3 mois seulement avant l'accident. Nous commençons à procéder à des investigations complémentaires, simplement au départ parce que le décès survient très vite après la souscription de l'assurance en cas de décès. La compagnie a un doute. Elle demande à l'un de ses inspecteurs de se rendre sur place pour vérifier les circonstances exactes de l'accident. La compagnie me demande de me rendre à la gendarmerie, c'est la gendarmerie du Bousquet-d'Ormes, pour tenter de prendre connaissance du PV et des déclarations qui sont enregistrées. À la gendarmerie, l'inspecteur de la compagnie se fait remettre le procès-verbal qui contient la déclaration de l'homme qui conduisait la voiture de Dandonneau. C'est le seul témoignage de l'accident. Et très vite, Bernard Guay pointe des contradictions. Ce qui est troublant, c'est qu'on a à faire face à un accident mortel. Un accident mortel en deuxième vitesse sur une ligne droite avec un choc peu important, un véhicule qui brûle. Là, ça me chiffonne. Survenu à faible allure, l'accident aurait dû se conclure par de la tôle froissée. L'inspecteur se rend à son tour au col de l'homme mort. Plus ça va, plus j'ai un trouble. J'ai l'impression que le conducteur vraiment a été malchanceux. Le rocher est à peut-être 1,50 m du bord de la route. Et je vous dis, il est là, seul à attendre un véhicule. J'ai employé un terme, j'ai l'impression, je revois tout ça, je dis tiens, il l'a visé. Il l'a visé. Pour confirmer ses soupçons, Bernard Guay doit retrouver la voiture accidentée. Il la localise dans un garage de la région et procède à une inspection minutieuse de la carcasse calcinée. C'est véritablement une épave rouillée, jaunie. Vous voyez, plus de peinture. On a le sentiment qu'il y a eu un incendie très important, qu'elle a bien brûlé, Où je suis surpris, c'est sur la position des roues avant, tournées vers la droite. Et j'ai là la certitude qu'elles n'ont pas été tournées après parce que le volant est bloqué. La voiture est arrivée sur le rocher avec les roues tournées vers la droite. Donc je me dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas. L'accident est-il volontaire ? Général Accident soupçonne chaque jour un peu plus une escroquerie et informe par circulaire l'ensemble des autres compagnies. Objectif, vérifier qu'il n'y a pas d'autres assureurs concernés. À la suite de cette circulaire, il y a eu une remontée de 8 compagnies qui se sont manifestées pour dire qu'effectivement, M. Yves Dandonneau, pour des capitaux assez importants de reste, avait souscrit des assurances sur la vie en cas de décès et avec comme bénéficiaire sa concubine. Au total, Yves Dandonneau a souscrit 9 contrats différents. Le montant des primes avoisine les 12 millions de francs. Les assureurs sont certains désormais qu'ils sont face à une escroquerie de grande envergure. Une information judiciaire est donc ouverte. L'enquête est confiée aux gendarmes de la section de recherche de Montpellier. C'est l'adjudant Antoine Trivaldo qui dirige les investigations. Nous pensons immédiatement à l'escroquerie à l'assurance. C'est le point de départ. Le problème, c'est que ça pourrait être une escroquerie à l'assurance avec un suicide, mais avec complicité, puisque l'on sait que dans l'accident, il y avait au départ 2 personnes, une qui a donné l'alerte et une qui a péri carbonisée. Donc, éventuellement, avec un suicide, avec la complicité d'une tierce personne. Le suicide est rapidement écarté. Mais alors, Dandonneau est-il bien l'homme qui a péri dans l'accident ? Le petit problème qui nous apparaît immédiatement, c'est le fait qu'il ait été incinéré 48 heures après son décès. Donc aucune constatation possible sur le corps de l'intéressé. Y a-t-il eu substitution de corps ou assassinat ? Il n'y a plus de cadavre pour le vérifier.
Reste pourtant un espoir pour les enquêteurs, la carcasse de la voiture. Entreposée dans ce garage pendant plusieurs mois, elle a échappé de peu à la destruction. C'est une épave parmi d'autres, c'est une voiture calcinée qui allait passer à la presse comme il en passe, je ne sais pas, peut-être 5 ou 600 par an. Il s'en est fallu de peu, mais 6 mois après l'accident, fin 1987, l'Austin Metro est toujours là. La voiture est calcinée, elle a été exposée aux intempéries, mais elle peut livrer de nouveaux secrets. Les enquêteurs en ont la certitude. Retrouver des traces ou des empreintes, même infimes, la mission est confiée par les gendarmes à l'ingénieur Jean-Marie Graffeil. Celui-ci, à l'aide d'un tamis, trie les débris calcinés restés dans la voiture. Monsieur Coquille nous avait installé un tuyau d'eau et on a prélevé toutes les particules, tous les gravats qui étaient sur les planchers pour pouvoir tamiser et extraire tous les éléments d'intérêt. C'est ce que vous cherchiez. Voilà, on cherchait quelque chose qui pouvait identifier la victime. Par exemple, une gourmette, des clés et pourquoi pas une prothèse. Jean-Marie Graffeil ne trouve rien de tout cela et pourtant, il fait un prélèvement capital. On a retrouvé des petites esquilles d'os centimétriques, certaines correspondant à des os longs, d'autres à de l'os spongieux, ce qui a permis de faire des tris. On peut repérer aussi des passages de nerfs, des passages de vaisseaux sanguins. Enfin, il y a beaucoup de choses. L'os parle beaucoup. Placés sous scellés, les fragments osseux vont bientôt livrer leurs secrets. L'ingénieur parvient à reconstituer un véritable puzzle. C'est au bout de 3-4 jours que j'ai téléphoné à Antoine Trivaldo en lui disant écoute, il y a un petit bout de mandibule qui est en train de se refaire. Avec un peu de chance, on arrivera à quelque chose. Après un travail minutieux, 4 grammes d'os permettent de reconstituer un morceau de mandibule. Comme on le voit ici, il porte la trace de cicatrices de dents arrachées depuis plusieurs années. Les enquêteurs le comparent avec la véritable empreinte dentaire d'Yves Dandonneau, retrouvée chez son dentiste. À droite, les dents sont toujours présentes. La victime du col de l'homme mort n'est donc pas Yves Dandonneau. C'est la preuve matérielle que cherchaient les gendarmes. C'était une évidence scientifique, à savoir que la victime supposée n'était pas celle qu'on croyait. Donc, il s'agissait d'une autre personne, dont ce qui voulait dire pour nous que la victime supposée était ailleurs. À nous de la retrouver à partir de ce moment-là. Yves Dandonneau est toujours vivant. Il devient le suspect numéro 1, mais il faut maintenant le localiser. Dandonneau a bénéficié de complicité. Il faut être prudent, ne pas éveiller les soupçons. Dans ce genre d'enquête, il ne faut pas brûler les étapes. Et ensuite mettre en péril peut-être le résultat des investigations et l'aboutissement. Sachant que le témoin principal nous a menti, nous nous intéressons également à lui et à l'environnement complet de la famille Dandonneau. Les gendarmes vont surveiller son entourage, discrètement, mais sans relâche. Ils ont aussi une crainte. Dandonneau s'est peut-être réfugié à l'étranger. Enfin, grâce aux écoutes téléphoniques, les gendarmes le localisent. Celui-ci se cache dans une villa, près de Cannes. C'est là qu'il est arrêté le 15 janvier 1988, 7 mois après sa macabre mise en scène. Son visage est rendu méconnaissable par la chirurgie esthétique. Inculpé d'assassinat, Yves Dandonneau avoue sa machination, un plan réalisé avec l'aide de très nombreux complices. L'enquête nous a permis de déterminer qu'il arrivait par son pouvoir de séduction, qu'il arrivait à avoir ce qu'il voulait, qu'il aboutissait dans ses projets, qu'il avait une ligne de conduite qui faisait que les gens qui le côtoyaient étaient convaincus de ce qu'il pensait. Donc, manipulateur, séduisant, c'était à peu près les deux grandes qualités, c'était ses grands défauts qu'il pouvait avoir. Il faudra 2 ans pour identifier le mort. Un clochard alcoolique du nom de Joël Hippo, rencontré dans une gare parisienne, enlevé, drogué, saoulé et brûlé vif. En 1992, Yves Dandonneau et ses complices comparaissent devant les assises de l'Hérault pour assassinat et escroquerie. Sa compagne, le chauffeur de la voiture, sa secrétaire et un ami sont tous impliqués à des degrés divers dans la disparition bidon d'Yves Dandonneau.
Le 16 octobre 1992, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre machiavélique de Joël Hippeau. Récemment, Frédéric Schoendorfer a réalisé l'un des premiers films policiers entièrement basés sur la police scientifique. Cette scène, par exemple, où dans une maison en chantier, grâce à un produit, le luminol, les policiers révèlent sur le mur des traces de sang qu'on avait effacées. Ça, c'était du sang humain? Humain ou animal, il va falloir l'analyser. Le luminol ne réagit qu'à l'oxyde de fer qui se trouve dans le sang. Frédéric Schoendorfer, cette séquence est totalement magique, fascinante. Oui, et vrai. Dans la scène qu'on vient de voir, il y a donc la découverte de taches de sang sur le mur qui semble indiquer... Sur le mur et sur le sol. Et sur le sol qui semble indiquer que les jeunes filles que l'on recherche ont été assassinées ici. Oui. On trouve aussi des poils de chien. Et je voudrais que vous nous racontiez ce qui va se passer à partir de cette découverte. On a trouvé des poils de chien sur le sol. Oui, non, c'est-à-dire qu'en fait, on ne trouve pas des poils de chien, on trouve des cheveux. 4 ou 5 types de cheveux différents. Et donc ces cheveux partent pour le laboratoire, là ils sont analysés, ils s'aperçoivent que sur ces cheveux, en fait, il y a un poil de chien, en l'occurrence un poil de collet. Et ce poil de collet, en fait, appartient à un collet qui est malade et qui a une maladie qui s'appelle la leishmaniose. Et alors, à partir de là, si vous voulez, ça donne une piste à mes policiers, c'est-à-dire que ils vont chercher dans les pharmacies quelles sont les personnes qui auraient acheté le produit qui permet de soigner cette maladie. Voilà. Et c'est une manière de... Et ça, c'est vraisemblable. Oui, oui, oui. C'est vrai que le travail de ces enquêteurs en blouse blanche fascine. Et dans cet univers, un homme a beaucoup compté en France. Il s'appelle Loïc Leribaud. Il est considéré dans notre pays comme l'un des pères de la police scientifique moderne. Dans son laboratoire, le CARM, il a permis de résoudre des dizaines d'enquêtes grâce à des indices totalement invisibles à l'œil nu. Aujourd'hui, il a été obligé de quitter la France. Pendant 10 ans, il fut l'allié privilégié de la police et de la gendarmerie. Expert vedette auprès des tribunaux, Loïc Leribaud se taille une réputation de Sherlock Holmes en intervenant dans plus de 2000 affaires criminelles avec un taux de réussite sans précédent. Grâce à lui, même un crâne finit par livrer ses secrets. Et c'est un cadavre qui avait été trouvé dans le centre de la France, enterré et enveloppé dans une couverture. Et très abîmé. Voilà. Vous voyez ici la trace de 2 coups. Ici un coup. Ici un coup très profond. Un autre là, un autre là, un autre ici. Donc le juge m'a envoyé le crâne. J'ai eu la surprise de découvrir qu'il avait été bouilli dans le laboratoire de police parce que l'odeur incommodait. Et néanmoins, avec ce qui reste là, en faisant les prélèvements sur le bord des blessures, il était possible de dire que le cadavre était enterré depuis exactement 6 mois quand on l'avait découvert, qu'il était âgé de 44 ans, que le meurtre avait eu lieu 20 km au sud-ouest de l'endroit où on l'avait trouvé, que la couverture venait de Belgique, que c'était un grand fumeur de cigarettes brunes, que lui-même avait les cheveux bruns, qu'il travaillait dans le milieu automobile, vraisemblablement ferrailleur, et qu'il avait été tué à l'aide d'une pelle américaine pliante de couleur bleu ciel. Voilà. L'histoire d'Oscar qui reste un inconnu à ce jour. Pour faire parler Oscar, Loïc Leribaud dispose d'une arme, le microscope électronique à balayage. Cet ingénieur, géologue, spécialisé dans l'étude des grains de sable, a créé en 1981 le CARM, le Centre d'application et de recherche en microscopie électronique. C'est là qu'il explore l'infiniment petit.
Une particule, un résidu de tir d'un millième de millimètre de diamètre, il est évident qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Mais par contre, au microscope électronique, il apparaît comme une balle de tennis. Un grain de sable, un grandissement de 10 000 fois, c'est une surface de 3 km². Et donc sur ces 3 km², une multitude d'informations. On peut retracer donc aussi bien l'histoire d'un grain de sable que l'histoire d'un objet, puisque chaque objet porte à sa surface des cicatrices qui racontent son histoire. Savoir retracer l'histoire d'un objet, une science précieuse dans les enquêtes criminelles. Loïc Le Ribaud propose alors ses services aux magistrats et aux enquêteurs. Chaque pièce à conviction peut être explorée sous l'œil du microscope. Mais les indices sont fragiles. Loïc Le Ribaud révolutionne aussi les méthodes de prélèvement. L'assassin, forcément, a laissé des traces de lui-même sur les lieux du crime. Donc il s'agit de retrouver ces traces. Il s'agit donc de collecter des indices qui sont en fait invisibles à l'œil nu. Pour recueillir ces indices visibles ou invisibles de petite taille, j'avais mis au point un petit appareil qui est ici, que j'ai appelé le tamponnoir. Donc c'est une pastille avec une petite tige, ici, une pastille recouverte d'un adhésif double face, servait à collecter les indices en le promenant par exemple sur la main d'un suspect ou d'un cadavre et à collecter par exemple les résidus de tir ou des morceaux de cheveux ou des poussières, etc. Était remis ensuite dans sa boîte, refermé et emmené au laboratoire pour être étudié directement au microscope électronique à balayage. À l'époque, la police et la gendarmerie ne disposent ni du savoir-faire ni des outils. Alors le Carme et Loïc Le Ribaud héritent des expertises dans toutes les grandes affaires criminelles. 104 témoins, 30 jours de débat, peut-être plus. Le procès de Simone Weber s'ouvre demain à Nancy. Le procès donne le vertige. Il sera arbitré par une dizaine d'experts dont les dépositions pourraient être capitales. Simone Weber est accusée de l'empoisonnement de son mari et du meurtre de son amant, Bernard Etier, disparu sans laisser de traces, ou presque. On avait retrouvé à Poissy un tronc dans une valise. Et que ce tronc était supposé en fait être celui de Etier, l'amant de Simone Weber. Juste le tronc. Et donc ce tronc, enfin cette valise était lestée par un parpaing. Et donc ce parpaing était maculé de peinture bleue. Et donc j'ai comparé la peinture bleue avec la peinture des volets de la maison de Simone Weber. Et cette peinture avait la même composition chimique, mais en plus, coincé sous les dépôts de peinture, il y avait des échantillons de sable qui correspondaient au sable du jardin de Simone Weber. Un rapprochement accablant pour Simone Weber, condamnée à 20 ans de prison pour le meurtre de son amant. À la barre des assises, le rôle de l'expert est crucial. Mais attention, une pièce à conviction sortie de son contexte ne vaut rien. Exemple, le procès de Georges Laugier. L'histoire de Georges Laugier, cuisinier de 43 ans et fils d'agriculteur, c'est en fait l'histoire d'une disparition d'un enfant et d'une instruction approximative de faux témoignages et de faux alibis. Depuis le 25 juin 1983, aucune trace du petit Mathieu qui a disparu vers 14h20 sur la route de Castellane. J'avais reçu des cheveux prélevés dans la voiture de Laugier. Et ce qu'on m'avait demandé, c'était de savoir si ces cheveux appartenaient ou non à l'enfant. Et donc mes conclusions ont été que oui, ces cheveux appartenaient à l'enfant. L'expertise de Loïc Le Ribaud est le seul élément matériel à charge contre Georges Laugier. Mais quelques heures après la déposition de l'expert devant la cour d'assises, 2 détails qu'il ignorait bouleversent ses conclusions. J'ai appris qu'un maître chien de la gendarmerie avait posé un pull appartenant à l'enfant sur le siège de la voiture de Laugier pour le faire sentir, et d'autre part, que Laugier lui-même avait emmené les parents de l'enfant pour essayer de trouver l'enfant au moment de sa disparition. Évidemment, il y avait des cheveux de l'enfant qui avaient pu être transportés par les parents ou déposés sur le pull. Donc mes analyses étaient bonnes, mais n'avaient aucune signification. Donc j'ai téléphoné au président des assises et le lendemain, donc a fait état de mes remarques, et le lendemain, Laugier a été acquitté.
En quelques années, les analyses du CARM sont devenues indispensables à la justice. Le travail de Loïc Le Ribaud est unanimement salué. Des dizaines de gendarmes, policiers et magistrats profitent de ses enseignements. Le voilà devenu un expert très médiatique qui se distingue en décryptant la mise en scène de l'exécution des Ceausescu. Un dernier coup d'éclat avant la chute. En 1991, dépôt de bilan. Le CARM ferme ses portes. Équipés de microscopes électroniques, les laboratoires de police se sont convertis aux méthodes de Le Ribaud. Les magistrats se détournent du laboratoire privé. Une fin brutale pour ce pionnier de la police scientifique qui avait bousculé bien des habitudes. À partir du moment où il existait des méthodes pour trouver les preuves scientifiques et matérielles d'un coupable, enfin, ou des événements tels qu'ils s'étaient passés, en fait, ça embêtait tout le monde. Pourquoi? Ça embête tout le monde parce qu'il n'y a plus de possibilité pour les avocats, en fait, de jouer dans la rhétorique. Il y a les faits. La religion de l'aveu, chère aux policiers, aux gendarmes, tombe à l'eau. Ça ennuie vraiment tout le monde. Et drôle de destin tout de même que ce Loïc Le Ribaud, non? Loïc Le Ribaud, précurseur, père de la police scientifique en France, personnage étonnant. Entre septembre 81 et septembre 91, pendant 10 ans, le CARM, c'est le laboratoire à la mode. Et Loïc Le Ribaud récupère tous les grands dossiers de la police et de la gendarmerie, 2000 affaires, 2000 dossiers qui lui sont confiés, parmi lesquels Grégory, les disparus de Mourmelon, l'affaire Dandonneau, enfin, toutes les grosses affaires. Donc tout va bien pour lui. Et il a 33 personnes qui travaillent avec lui, des ingénieurs, des techniciens. On vient le voir du monde entier. Le FBI envoie des policiers de Quantico pour voir comment fonctionne le CARM. Ils arrivent d'Angleterre, d'Allemagne. Il est très à la mode. Alors manifestement, il ne se fait pas que des amis à cette époque. Il ne se fait pas que des amis parce que, évidemment, il réussit quand même. On parle beaucoup de lui. Il a inventé le policier en blouse blanche qu'on voit avec son bonnet, ses gants en latex, ses couvre-chaussures. Il a inventé une nouvelle police. Il a inventé les techniciens de scène du crime. Alors qu'est-ce qui fait tant de jalousie que cela? Je pense que c'est toute sa réussite. C'est le fait aussi que la police et la gendarmerie, bon, ce sont un peu ses rivaux, ne disposent pas et de son matériel et de sa science. Alors donc, on va le faire tomber, ou alors Loïc Le Ribaud va tomber. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ça va aller très vite. Septembre 91, la police et la gendarmerie ne font plus appel au CARM. Donc le CARM se retrouve en faillite puisqu'il n'a plus de dossier judiciaire, plus d'affaires judiciaires, plus de rentrée d'argent. Le Ribaud, responsable sur ses biens personnels, plonge. Il va quitter la France, il vit aujourd'hui en Irlande et il va se faire effectivement beaucoup d'ennemis. Étonnamment, son matériel, lui, va continuer à travailler, continuer à vivre. Oui, le matériel va continuer à fonctionner puisqu'il sera vendu aux enchères et que la gendarmerie, alors là c'est Loïc Le Ribaud qui le dit aujourd'hui, la gendarmerie va racheter pour 250 000 francs les millions de matériel qu'il possédait, notamment le CARM Bretagne. Donc on va lui racheter, la gendarmerie va racheter aux enchères le microscope électronique à balayage et puis encore beaucoup de matériel très sophistiqué. Qui fonctionne encore. Qui fonctionne encore. Aujourd'hui, quel est le dispositif de laboratoire de police scientifique en France? Alors aujourd'hui, la police a ses laboratoires, la gendarmerie a le sien. Au sein de l'IRCG, qui est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, qui est installé dans le fort de Rosny-sous-Bois, près de Paris, la gendarmerie a son propre laboratoire de police scientifique. La police nationale, elle, a explosé son dispositif. Elle a régionalisé. Alors il y a un laboratoire à Paris, parce que la préfecture de police de Paris, c'est un État dans l'État policier. Donc, voilà, donc il y a un laboratoire de police pour Paris. Sinon, il y a 5 laboratoires en France, un à Lille, un à Lyon, un à Marseille, un à Bordeaux et un à Toulouse, avec chacun une petite particularité. Par exemple, Toulouse, c'est spécialisé dans les explosifs,
parce que proche du Pays Basque, parce que beaucoup de bombes au Pays Basque, donc Toulouse fait plus les explosifs. Lille, ce sont les stupéfiants, parce que le nord de la France, voilà, les Pays-Bas, voilà. Le dispositif actuel, c'est ça. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux d'un drame, les policiers et les gendarmes savent qu'ils ne doivent négliger absolument aucun élément. Cette trace de peinture, par exemple, ici, sur ce morceau de carrosserie, peut nous permettre de déterminer la couleur du véhicule qui l'a faite, mais aussi très probablement sa marque. Ces morceaux de plastique ici sur le sol proviennent sans doute d'un bloc de feu arrière. Ils correspondent très exactement à un modèle de véhicule et sans doute à une année très précise de fabrication. Dans l'affaire Diana, par exemple, c'est un élément comme celui-là qui a permis aux enquêteurs de déterminer qu'il y avait sur les lieux de l'accident une Fiat Uno de couleur blanche. Cela dit, on la cherche toujours. Ils sont sur les lieux au maximum 1 heure après les faits. A priori, rien ne les distingue des autres gendarmes, mais ces enquêteurs sont un peu particuliers. Ce sont les TIC, les techniciens en identification criminelle. 2 promeneurs ont découvert le corps d'un homme inanimé. Ici, ils reconstituent leur travail sur ce qu'on appelle une scène de crime. Là, sous l'obstacle du parcours du centre équestre. Dans le scénario d'aujourd'hui, un meurtre vient d'être commis. Leur mission, rechercher et prélever tout indice pouvant expliquer le meurtre. Première étape, bien se protéger. Cette tenue nous évite de laisser des traces de notre passage, donc de polluer les indices que l'on va révéler. Y amener des cheveux, de la salive, y amener des empreintes digitales. Ne pas contaminer la scène de crime, c'est la règle numéro 1. Pour plus de précautions encore, il faut geler les lieux, autrement dit interdire l'accès à toutes les personnes non habilitées. La scène est ensuite photographiée sous tous ses angles. Les premières photos permettent de pouvoir positionner la scène de crime dans son environnement déjà, ici une aire boisée, et ensuite nous allons progresser jusqu'au corps en essayant de matérialiser toute trace et indice de manière à pouvoir attester, mesurer également toutes les traces qu'on a trouvées. La zone est entièrement ratissée. Les TIC sont à la recherche de n'importe quelle trace ou indice, même la plus infime. Il est bien évident que les indices de très petite taille posent de véritables problèmes. Certains, ma foi, sont invisibles. Donc, de quel genre? Tout ce qui peut concerner les petits éléments biologiques, voire des fibres de vêtements et autres, sont parfois difficilement perceptibles, surtout dans un environnement comme celui-là. Il y a un filtre cigarette également. Ah, si. Et puis on a également un second qui est au-dessus. À chaque fois, même procédure. Les traces les plus fragiles sont prélevées en premier, comme cette tache de sang ou ce mégot de cigarette. On peut y retrouver des traces de salive et par conséquent de l'ADN. Mais c'est une trace vulnérable. À chaque nouveau prélèvement, le matériel doit être changé. C'est simplement éviter la contamination des supports entre eux et éviter de rajouter des éléments qui soient extérieurs à l'élément en lui-même. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que malheureusement, pour des raisons diverses, par erreur de manipulation, ça soit mes cellules qui viennent contaminer le prélèvement. Protection maximale, le TIC doit lutter contre sa propre pollution. Le prélèvement des traces de sang ou de n'importe quelle empreinte biologique est tout aussi rigoureux. Sur place, l'auteur des faits semble avoir laissé d'autres indices. Ces débris de feux arrière, par exemple, un peu plus loin des traces de pas et une empreinte de pneu. Toutes ces traces sont prélevées, parfois, grâce à un moulage. À quelques centaines de mètres de là, on retrouve une voiture, vraisemblablement propriété de la victime. Elle aussi est passée au peigne fin, on y trouve de nouveaux indices, ses fibres et ses cheveux pourront peut-être parler.
Sur la portière, grâce à une poudre spéciale, les tics vont prélever des empreintes digitales. Donc cette poudre se diffuse par le conduit, passe par l'intermédiaire du pinceau, ce qui permet de faire un brossage régulier, doux, sans écraser la trace et en faisant révéler un maximum des minuties qu'on pourra plus tard exploiter, afin de pouvoir attribuer cette trace à une personne. Ces prélèvements sont enfin mis sous scellé et envoyés au laboratoire. C'est ici, à Rosny-sous-Bois, à l'IRCG, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, que les prélèvements sont analysés. L'adjudant Didier Brossier est technicien à l'unité optique véhicule. Il a entre autres à son actif l'identification de la fameuse Fiat Uno dans la mort de Lady Diana. Nous lui avons soumis les débris de feu arrière prélevés sur la scène de crime. C'est un feu arrière, c'est d'abord en direction arrière, c'est d'abord un catadiope arrière. Donc sur le morceau, on voit qu'il y a un certain nombre de marquages. C'est les marquages obligatoires sur un feu pour justifier que le feu est bien homologué. Grâce au marquage et à sa base de données, il va essayer d'identifier la provenance de ce feu. Donc on va rentrer d'abord le type de feu, donc c'est un catadiope. On rentre la matière, hein, donc c'est du plastique. On rentre la couleur du morceau, hein, donc la rouge. Le pays qui a livré l'homologation, donc la France. Le numéro d'homologation. Et on lance la recherche. Donc on voit que ce feu équipe les Peugeot 305 Break, qui sont fabriqués entre novembre 1977 et juillet 89. La recherche ne prend que quelques dizaines de minutes. Mais par précaution, l'adjudant Brossier procède à d'autres vérifications. L'IRCG possède presque tous les modèles de phares du marché, un matériel indispensable pour confirmer les premiers résultats. Donc on s'aperçoit qu'on a bien les mêmes marquages. Et quand on leur positionne dessus, on arrive à retrouver les emplacements exacts des... Et on s'aperçoit qu'il y a même les mêmes détails. Le creux du catadiope, on le retrouve pareil sur celui-là. Au département micro-analyse, Régis Pariot examine lui un des cheveux retrouvés dans la voiture. Donc nous sommes en présence d'un cheveu teinté. Bon, à première vue, il faudrait trouver la zone disons, naturelle du cheveu, la partie non teintée. Grâce à un examen très précis, ce cheveu peut se révéler être lui aussi un indice intéressant. En fonction de la longueur, disons, de la zone naturelle, observable, on peut déterminer la date à laquelle le cheveu a été teinté. Donc ça peut nous donner éventuellement un indice par la suite. Et vous avez les écailles qui sont endommagées, et en fait elles ont tendance à s'enrouler sur elles-mêmes juste au niveau de la base de la racine, ici. Et ce genre de phénomène se retrouve généralement parmi les cheveux qui ont été arrachés. On peut supposer que ce cheveu est arraché lors éventuellement d'une lutte, d'une bagarre. Ce laboratoire peut aussi analyser toutes sortes de fibres retrouvées sur une scène de crime. Il est possible d'identifier le lieu de fabrication de ces fibres et d'en préciser l'état d'usure. Bref, on donne aux enquêteurs les renseignements les plus précis possibles. À Rosny, on travaille également sur la balistique et les faux documents. C'est aussi là que se trouve le fichier des empreintes digitales, le FAED. Il y a des traces qui ont été relevées sur un véhicule suspect sur les bords. Il y a 3 traces. Apparemment, Ces empreintes sont celles relevées sur la voiture de Fontainebleau. L'opérateur va les comparer à sa base de données. Le fichier informatisé compte 1 200 000 empreintes digitales. les empreintes appartiennent aux individus qui ont été mis en garde à vue à suite d'indices graves et concordants, s'agissant de délits ou de crimes. Le programme informatique sélectionne d'abord une centaine d'empreintes. C'est ensuite à l'opérateur de déterminer à qui appartient cette trace. Donc en l'espèce, on va devoir placer donc, les 12 points de comparaison pour établir ce résultat. Et à quoi ils servent ces 12 points-là? Alors, ces 12 points servent à déterminer qu'il y a identité formelle entre la trace de question et la trace et l'empreinte de comparaison. Le résultat est positif.
Le délai est de 2 à 3 heures pour identifier un suspect, à condition que la trace soit de bonne qualité. Le fichier automatisé des empreintes digitales est commun à la police et à la gendarmerie. L'analyse de ces empreintes est l'une des plus vieilles méthodes d'investigation, mais elle reste l'une des plus fiables. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a pu dire il y a 2 individus, ils ont également les mêmes empreintes. Il n'y a pas de précédent, on ne peut pas dire, même jumeaux, jumelles, peu importe, vous avez les mêmes empreintes. Il n'y a pas de précédent en la matière. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est une preuve matérielle, c'est même à la limite une preuve au-delà scientifique, puisqu'il n'y a pas de précédent. Le fichier permet d'identifier en moyenne 1000 suspects par an. Les empreintes sont conservées au moins 25 ans dans le FAED avant d'être détruites. Mais il existe aussi des empreintes non identifiées. Ce sont les TNR, les traces non résolues. Elles sont 120 000 à attendre ainsi dans des fichiers, l'empreinte mère qui permettra d'identifier un suspect. 2 février 1994, les 12 jurés de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, intimement convaincus de la culpabilité d'Omar Haddad, le condamnent à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Ghislaine Marchal. À l'annonce du verdict, la jeune femme du jaune marocain s'effondre. Son avocat Jacques Vergès sort de sa réserve. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Dans l'affaire Omar Haddad, les gendarmes qui découvrent le corps de Ghislaine Marchal ne multiplient pas les investigations scientifiques, puisque le nom de l'assassin est inscrit sur le mur. Omar m'a tué. Omar le jardinier a tué Ghislaine la bourgeoise, pourquoi chercher plus loin? Ce qui offre aujourd'hui des arguments en or à l'avocat de Omar Haddad, maître Vergès, qui réclame la révision du procès. Écoutez, dans l'affaire Omar Haddad, on avait la possibilité au départ, si on avait fait appel à la police scientifique, d'avoir des certitudes. Par exemple, l'inscription Omar m'a tué est-elle de Madame Marchal, donc porte-t-elle une accusation terrible contre Omar Haddad, ou est-elle de l'assassin, qui ainsi se procure un alibi et manipule la justice? Il y avait un moyen de sortir de cette interrogation, c'était de relever sur l'inscription les empreintes digitales et de les comparer avec celles de Mme Marchal. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Pour quelle raison, au fond? Pour quelle raison? Parce que dès le départ, on voulait que ça soit Omar Haddad, le petit jardinier marocain. De toute façon, c'est écrit. On ne voulait pas. D'une part, c'était écrit, puis d'autre part, on ne voulait pas chercher dans l'entourage très huppé de Mme Marchal. Mais vous avez aujourd'hui, vous, l'empreinte digitale de Mme Marchal, quelque part? Les empreintes digitales de Mme Marchal, elle a laissé des écrits. Elle a laissé des livres. Elle a laissé des objets familiers. On peut chercher, peut-être les retrouver. Mais d'autre part, sur la porte où il y a cette inscription, il y a également la trace d'une main. C'est peut-être la sienne, avec du sang. Alors, on peut relever également les empreintes de cette main et voir si les empreintes les traces de cette main correspondent aux traces laissées sur l'inscription Omar m'a tué. Attendez, vous dites c'est peut-être la sienne, ça remonte à quand l'affaire du meurtre de Ghislaine Marchal? Ça remonte à plusieurs années, en 91. Deuxièmement, Madame Marchal a été tuée de 13 coups d'une arme blanche dans le corps, des coups portés depuis le cou jusqu'à la cuisse, et de 4 coups extrêmement violents, les plus mortels ceux-là, d'un chevron de bois, c'est-à-dire d'un petit madrier, sur la tête. On n'a pas retrouvé l'arme blanche, mais on a retrouvé le chevron. Si on avait envoyé le chevron dans un laboratoire de police scientifique et demandé aux experts de relever les empreintes sur ce chevron, si on avait relevé sur le chevron les empreintes d'Omar Haddad, c'était clair, ou tout au moins c'est une très forte présomption contre lui. Si on n'avait pas relevé ces empreintes, mais des empreintes d'un autre, donc si ce n'était pas ses traces à lui, manifestement ce n'était pas lui. Ceci n'a pas été fait non plus. Ce texte Omar m'a tué, inscrit sur la porte, avez-vous la certitude aujourd'hui, vous, qu'il est écrit avec le sang de Ghislaine Marchal? Et quelqu'un peut-il avoir cette certitude-là? Je suis très intrigué par le fait que la couleur de l'inscription Omar m'a tué et la couleur des traces
apparemment de sang et d'une main au bas de la même porte, ne sont pas de la même couleur. Et alors? Et alors je me pose la question, est-ce que l'inscription Omar m'a tué a réellement été faite par Madame Marchal avec son propre sang, tel qu'on a voulu nous le raconter, trempant son doigt dans son ventre alors qu'elle est mourante, pour tracer avec énergie cette inscription, ou bien cette inscription a-t-elle été faite par l'assassin, et peut-être pas avec le sang de Madame Marchal, mais avec du sang de cochon, ou du sang de mouton, ou de n'importe quelle chose. Vous êtes en train de nous dire que dans cette longue enquête, nul n'a pensé à tester le sang figurant sur le mur. Non. On ne peut pas dire aujourd'hui si c'est du sang humain ou du sang animal. On ne peut pas le dire. Donc tout reste à faire. Tout reste à faire. Tout reste à faire et les experts scientifiques de la justice se sont donc remis au travail. Une victoire pour Omar Haddad et pour Maître Vergès, dont l'objectif reste l'annulation de la condamnation du jardinier marocain. L'ADN va-t-il permettre d'innocenter Omar Haddad? Sur la porte, les scientifiques ont découvert une nouvelle trace d'ADN, l'empreinte chimique d'un homme qui n'est pas l'accusé. Qui est cet homme? Peut-être le meurtrier de Madame Marchal. Mais qui a donc écrit « Omar m'a tué » ? La victime elle-même? Après de nouvelles analyses graphologiques, les experts n'en sont plus du tout certains. Ghislaine Marchal est-elle morte le 23 au matin ou bien le 24 à 3h de l'après-midi? La réponse des médecins légistes permettra peut-être de mettre Omar hors de cause. Les juges de la commission de révision des condamnations pénales vont maintenant devoir décider si oui ou non il y aura un nouveau procès Omar Haddad. Le 20 novembre 2002, la Cour de cassation a rejeté la demande de révision du procès d'Omar Haddad. La plus haute juridiction française a jugé que les éléments présentés par la défense du jardinier ne permettaient pas de douter de sa culpabilité. Omar Haddad demeure donc définitivement coupable du meurtre de Ghislaine Marchal. On voit que le recours à la police scientifique ne sert pas toujours à faire tomber des hommes, à les accuser. Parfois, les scientifiques viennent disculper des gens qui auraient passé 10 ou 15 années en prison. C'est par exemple l'histoire de Patrice Padet dans l'affaire Caroline Dickinson. Juillet 1996, un groupe de 40 collégiens anglais et leurs 5 professeurs arrivent à l'auberge de jeunesse de Plaine Fougère, en Bretagne. Le 18 juillet, Caroline Dickinson, 13 ans, est retrouvée morte et violée dans la chambre numéro 4. Derrière cette fenêtre, une chambre de 20 mètres carrés, 5 filles y dorment, 4 lits superposés et pour Caroline, un matelas par terre. Ses amis n'ont rien vu, rien entendu. Le juge Gérard Zog de Saint-Malo est saisi de l'instruction. Les élèves et leurs professeurs sont interrogés et le lendemain du drame, ils repartent dans la plus grande discrétion. Au même moment, Patrice Padet fait la route dans la région. Il passe par Plaine Fougère quelques jours avant le meurtre de Caroline. Il y a pas mal de gens qui m'ont vu, j'ai fait des courses là-bas, j'étais voir à la mairie pour avoir un sandwich, je suis allé à la maison de retraite, j'ai discuté aussi dans ce patelin avec 3 tas de petites gamines aussi pour avoir une adresse pour prendre une douche, quoi. Donc, ah oui, j'étais pas mal vu. Puis bon, les gens dans un petit patelin comme ça, ils voyaient un gars avec une dégaine comme ça, ils les repéraient tout de suite, hein. C'est clair. Pourquoi? Déjà, tatouage, j'avais un petit machin avec la gueule d'un loup, le sac à dos, c'est le délit de faciès, quoi, en fin de compte, hein, voilà. Pour les gendarmes, ce routard de 39 ans est le coupable parfait. Au délit de faciès s'ajoute surtout un casier judiciaire chargé, avec une condamnation pour attentat à la pudeur. Il est arrêté le 20 juillet et placé en garde à vue. Le soir du meurtre de Caroline Dickinson, il dit avoir passé la nuit à Avranches, dans la Manche. Il cite des témoins. Pourtant, face aux gendarmes, il va craquer. Pendant cette garde à vue, de toute façon, ils ont joué sur mon état de santé, déjà, c'était d'une. Parce que bon, je prenais quand même pas mal de médicaments, ils m'ont dit tu les auras, si tu parles. Ils ont parlé aussi beaucoup sur mes enfants. Que là, j'ai commencé vraiment pas à apprécier du tout. Ça, c'est sûr. Puis bon, me laisser debout pendant je sais pas combien de temps, avec les menottes et tout, les jambes écartées, pas bouger. À chaque fois que tu bouges, t'en prends une. Au bout d'un moment, quand même, quand ils ont vu que ça allait pas du tout, quoi, disons vers la 45e heure ou 46e, je sais plus,
Ils ont vraiment mis la pression à fond, quoi. Question, réponse, t'as fait ci, j'ai dit ouais basta, j'ai fait ça si tu veux, je m'en fous. T'as fait, t'es passé par là, ouais si tu veux, je suis passé par là. Je dis enfin non, j'ai rien avoué, c'est eux. Et il signe un procès-verbal qui ressemble bien à des aveux circonstanciés. Pour les gendarmes, comme pour le juge d'instruction, c'est clair. Ils tiennent le meurtrier de Caroline Dickinson. Dans l'esprit du juge d'instruction, Gérard Zog, il n'y a aucun doute. Le 23 juillet, il va jusqu'à organiser une conférence de presse pour se féliciter d'avoir bouclé cette enquête en un temps record. Immédiatement, le nom et la photo de Patrice Padet paraissent dans les journaux des deux côtés de la Manche. Le violeur de Caroline, c'est lui. Le présumé coupable est incarcéré à la prison de Plomeur. 17 jours, j'ai pas pu sortir de la cellule. Hein. C'est clair, j'ai pas pu prendre de douche, rien du tout, je me lavais au lavabo comme ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'une histoire de viol et de meurtre sur une gosse, en plus, en prison, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de tribunal. Hein. C'est le maître, il s'est planté tout de suite, hein. C'est clair. Coup de théâtre, quelques jours après la mise en examen de Patrice Padet, les tests génétiques le disculpent formellement. Son ADN ne correspond pas à celui du violeur de Caroline, établi grâce à une trace de sperme retrouvée sur la jeune victime. Les gendarmes vérifient l'emploi du temps de Patrice Padet et retrouvent des témoins. Il n'était pas le soir du meurtre à Pleine Fougère. L'accusation ne tient plus. C'est le premier avocat qui s'occupait de cette affaire-là. J'ai eu parloir, bon, je monte le voir et tout, et puis il me dit, c'est bon, Patrice, vous allez être libéré maintenant aujourd'hui. Je lui ai les résultats, il me dit, oui, c'est bon. Impeccable. Mais il dit, vous allez voir le juge d'instruction avec le procureur de la République. Je les ai vus, puis je sais pas, peut-être 2 heures après, j'étais libéré, quoi. Là, j'ai vraiment soufflé. Et je me suis dit, merci monsieur les scientifiques, hein, quand même. Parce qu'au moins, il n'y aurait pas eu ça, de toute façon, j'y serais encore et je serais mort dedans. Ça, c'est sûr. Parmi les scientifiques qui ont permis de disculper Patrice Padet figurent ceux du laboratoire de biologie moléculaire de Nantes. C'est ici que son profil génétique a été comparé à celui du meurtrier de Pleine Fougère. La machine à accuser ou à disculper s'enclenche lorsqu'arrivent les scellés, les pièces à conviction apportées par les gendarmes ou par les policiers. Donc dans ce carton, il y a des vêtements de victimes. Je vais rechercher dessus des traces d'ADN d'une personne qui les a soi-disant violées. C'est une robe d'enfant et la technicienne de laboratoire est à la recherche de traces suspectes. Donc je suis en train d'extraire des taches que je pense être des taches de sperme. Donc maintenant, je mets les taches dans des tubes et après, il y a un système d'extraction qui va suivre. Le morceau de la robe est plongé dans un liquide, lui-même chauffé dans une sorte de bain-marie. L'objectif est de dissoudre le tissu, les fibres, les impuretés, pour n'avoir plus que l'ADN, qui, une fois amplifié, sera visible à l'œil nu. Alors, à titre d'exemple, voici de l'ADN qui a été extrait de sang. Et on voit très bien cet ADN qui flotte ici dans le tube. Et cet ADN, qu'est-ce que c'est en fait? Alors cet ADN, c'est une très très longue chaîne qui va porter l'ensemble des informations qui codent pour le fonctionnement du corps humain. La couleur de vos yeux, le fonctionnement de votre cœur, etc. Tout est codé par cet ADN. Et cet ADN est ensuite transmis à la descendance. Nous héritons la moitié de notre ADN de notre mère et la moitié de notre ADN de notre père. À part les vrais jumeaux, chaque personne possède un ADN différent. Mais l'ADN isolé, il faut le rendre lisible. Cette machine permet de révéler 10 régions différentes de la molécule pour parvenir à une carte d'identité génétique. Il y a plusieurs formes de présentation, soit comme celle-là où on voit apparaître sous forme de barres, et il s'agit ici d'une seule région de l'ADN, soit sous forme informatique où les régions de l'ADN apparaissent sous forme de pics. Donc l'empreinte génétique ne permet de répondre qu'à une question: est-ce qu'on retrouve du sperme? Est-ce que ce sperme appartient à monsieur un tel ou pas? De la même manière, l'ADN ne pourra jamais dire si l'individu, si la jeune fille était consentante ou pas. Donc nous répondons à des questions extrêmement précises. Est-ce que le sperme retrouvé est celui de monsieur un tel?
C'est ensuite à l'enquête de faire la part des choses et d'essayer d'amener d'autres éléments pour affirmer, par exemple, l'absence de consentement ou d'autres choses de cet ordre-là. Pour Patrice Padet, l'enquête a finalement confirmé l'expertise génétique. 2 mois après sa libération, il bénéficie d'un non-lieu. Mais pour lui, ça ne suffit pas. La terrible accusation l'a définitivement sali. Grâce à son avocat, il obtient tout de même une indemnisation, 10 000 francs, pour les 17 jours de cauchemar passés en prison. À partir du jour où nous avons obtenu par la Cour de cassation, qui est quand même la juridiction suprême, une indemnisation, je dis que cet homme-là a eu un véritable passeport d'innocence et il sait maintenant s'en servir, il est définitivement innocent. Que ça soit 10 000 balles ou 100 000 balles, c'est pas le fait de toucher de l'argent, c'est le fait que la justice a retenu vraiment son erreur. Et pour moi, c'était ça de bien, quoi. Il y a une 50aine d'années, cet homme-là, justement, avec la poussée médiatique, avec la poussée diplomatique, puisqu'encore une fois, il y avait une ressortissante de notre pays voisin, il risquait fort de se retrouver devant la guillotine, il le sait, et en tout cas de subir les peines les plus lourdes et les plus longues. Et il est évident que là, les tests génétiques ont joué un rôle énorme pour lui et pour sa libération et pour sa justification. Patrice Padet innocenté, l'enquête à Pleine Fougère doit reprendre à zéro. Les parents de Caroline Dickinson demandent le dessaisissement du juge Gérard Zog. La Cour d'appel de Rennes accède à leur demande et confie l'instruction au magistrat Renaud Van Ruynbeck. En décembre 1997, il saisit la gendarmerie de Saint-Malo. La famille Dickinson, au courant des méthodes d'enquête de la police britannique, souhaitait depuis longtemps que des tests systématiques, des tests génétiques systématiques aient lieu. Donc dans un premier temps, j'avais moi-même demandé à la cour d'appel que soient testés les habitants masculins de Pleine Fougère âgés de 15 à 35 ans. Alors le juge d'instruction ordonne une série de tests ADN sur tous les hommes de 15 à 35 ans. Opération exceptionnelle. Les gendarmes arrivent à la mairie vers 5 heures du matin. Tout est prêt pour accueillir les 170 habitants volontaires convoqués par lettre. Les prélèvements salivaires ont lieu au premier étage. Les empreintes génétiques seront déterminées et comparées à celles du meurtrier de Caroline Dickinson. On nous passe une sorte de petite brosse à dents pour nous enlever des substances à l'intérieur de la bouche et puis c'est tout, quoi. Après ils posent les scellés et puis... Si pour les enquêteurs, l'objectif est de retrouver le meurtrier, pour le maire de Pleine Fougère, il s'agit de lever la suspicion qui plane sur ses administrés. Si l'opération qu'ils auront aujourd'hui a au moins un point positif, ce sera de lever toute suspicion, parce que je suis tout à fait persuadé qu'il y aura évidemment un bilan négatif, du moins de l'opération. Résultat négatif, effectivement. Le juge Van Ruynbeck ordonne une nouvelle série de tests, cette fois sur les habitants de 35 à 60 ans, sans plus de succès. En tout, 425 individus ont été convoqués. Les magistrats s'engagent à ce que tous les profils ADN soient détruits. Mais ces prélèvements systématiques de la population inquiètent une partie de l'opinion publique. On ne doit analyser que les individus qui sont soupçonnés. Pour moi, la bonne police, c'est celle-là. L'enquête amène l'individu qui est soupçonné et nous disons oui ou non, ce n'est pas lui. Analyser tout un petit village breton, pour moi, n'est pas la bonne solution. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Ils élaborent le portrait robot de l'assassin de la jeune fille. Il est diffusé en février 1998. À Saint-Malo, une cellule Caroline Dickinson est mise en place. Sa mission, recueillir les témoignages de ceux qui auraient aperçu cet homme. L'adjudant Joël Davy est le procédurier de la cellule Dickinson. Il classe tous les actes de la procédure dans cette salle. Sur le plan local, donc, il y a eu le prélèvement de la population, le prélèvement des individus qui sont signalés pour mœurs, connus pour de tels faits, les gens signalés pouvant ressembler au portrait robot. Mais bien sûr, on cherche aussi du côté des personnes ayant déjà commis des infractions dans des auberges de jeunesse. Dès l'été 97, un nom figure sur cette liste, celui d'un Espagnol, Francisco Arce Montes. Francisco Arce Montes, au départ, c'est ce qu'on pourrait appeler un suspect presque théorique, un suspect
intellectuel, parce que rien, absolument rien à ce stade de l'enquête ne le rattache à la Bretagne, à Plaine Fougère, à l'auberge de jeunesse de Plaine Fougère, strictement rien. Il va progressivement devenir un peu plus intéressant au fil des mois, parce que les autres suspects qui appartiennent à cet axe d'enquête, je ne sais plus, ils sont de l'ordre de 60 peut-être ou 70. Tous les autres, progressivement, on va les retrouver, et ils vont être écartés. Et bientôt, il ne restera plus que lui. Et en mars 2001, le juge d'instruction cite le nom de Francisco Arce Montes dans une interview au Sunday Times. Le juge espère un coup de pouce de la presse britannique pour le localiser. Le journal publie le nom du suspect et il est lu de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est là que le hasard intervient. Cet article-là a été lu par un policier américain de Détroit, un policier des services d'immigration, et le nom d'Arce Montes lui a rappelé immédiatement quelque chose parce que c'est son métier, c'est un officier de la police d'immigration. Il avait vu ce nom sur son écran peu de temps avant. Francisco Arce Montes vient d'être arrêté en Floride pour une agression sexuelle. Surpris dans cet hôtel bon marché de Miami Beach, dans cette chambre où dormaient 6 jeunes filles, comme à Plaine Fougère. Arce Montes est mis en prison près de Miami. Les gendarmes français doivent prélever son ADN pour le comparer à celui du meurtrier de Caroline Dickinson. Les voilà donc en Floride. Mais Francisco Arce Montes refuse de se soumettre au prélèvement. Pourtant, les Français ne repartent pas les mains vides. Les enquêteurs américains, la police américaine, possédaient un prélèvement effectué par eux, conformément à la loi américaine, un prélèvement en surnombre. Bon, et ce prélèvement en surnombre a été remis aux gendarmes français qui sont donc revenus de Miami, porteurs d'un échantillon du patrimoine génétique de ce suspect. 2 laboratoires français sont chargés d'analyser cet échantillon. 3800 tests génétiques ont déjà été réalisés depuis le début de l'enquête. 5 ans de recherche infructueuse. Mais cette fois, le résultat est spectaculaire. L'analyse qui vient d'être pratiquée révèle qu'il existe des similitudes très importantes avec l'empreinte relevée à Plaine Fougère. Ce constat ne peut que conduire les autorités judiciaires françaises à vouloir entendre la personne interpellée en Floride. Sans la génétique, l'extradition de Francisco Arce Montes n'aurait pas pu être demandée du tout. Au cœur de la demande d'extradition, il y a la comparaison génétique qui a été faite. Donc, nous sommes vraiment dans un cas d'école où sans empreinte génétique, et donc sans la génétique, l'enquête ne peut pas aboutir. Le meurtrier présumé de Caroline Dickinson a maintenant un visage et un nom. Les gendarmes espèrent son extradition dans les tout prochains mois. C'est l'aboutissement d'une enquête hors du commun. Grâce à la génétique, un homme désigné comme le coupable idéal a été innocenté. Et un suspect arrêté à des milliers de kilomètres pour une toute autre affaire passera finalement en cour d'assises. Dominique Rizet, je suppose que nous ne sommes pas les seuls à être au courant des avancées de la police scientifique. Les criminels aussi en ont entendu parler. Alors, eux ont trouvé des parades. Les malfaiteurs ont déjà trouvé des parades, puisque partout dans les journaux, ils disent que l'ADN peut les trahir. Et ils ont trouvé des techniques. Alors, il y a une histoire, il y a quelques morceaux choisis, une histoire qui se déroule en région parisienne, à Noël, l'an dernier, et qui se termine bien. Mais bon, c'est un entrepôt qui fait du conditionnement de produits de luxe. Et les gens viennent travailler la nuit pour mettre en paquet des cigares, des parfums. Et les gens viennent prendre leur travail à 20h. Ils sont attendus par un commando, 6 types armés, cagoules, qui les séquestrent toute la nuit, qui les oblige à charger dans les camions tout le matériel de l'entrepôt, dans 2 semi-remorques, 2 énormes camions. Donc toute la nuit, les gens chargent. Pendant ce temps, les malfaiteurs sont assis sur des cartons, fument leurs cigarettes, boivent une bière, cassent la croûte, et avant de partir, ils ramassent tous leurs mégots, tous les gobelets en plastique dans lesquels ils ont bu, les canettes, les papiers gras, ils récupèrent absolument tout, ils mettent tout dans un grand sac poubelle, ils montent dans le camion en emportant leur sac poubelle, au revoir, et les gendarmes n'ont rien. Les gendarmes chargés de l'enquête n'ont rien.
pas d'ADN, pas d'empreinte, rien du tout. Ça, c'est la première histoire. Une autre histoire. Alors, une autre histoire qui se passe en Corse. Alors, les affaires de terrorisme, en ce moment, revendiquées depuis des cabines téléphoniques. Les Corses, les nationalistes, appellent depuis des cabines téléphoniques, revendiquent l'attentat et avant de partir, puisqu'ils laissent un peu de salive dans le combiné, ils arrachent le combiné, ils partent avec. Quand il n'y a pas de combiné. Quand il n'y a pas de combiné. C'est une cabine de revendication. Voilà, c'est une cabine de revendication. Allez, encore une. Une dernière parade, c'est un meurtre à Paris. Et l'assassin a déposé sur les lieux du meurtre un mégot qu'il avait ramassé dans la rue. Pour semer les policiers. Pour semer les policiers. Alors on dit ADN comme une formule magique, comme si elle pouvait tout nous dire et tout résoudre. Mais au fond, vous, scientifiques à disposition de la police, qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce qu'on vous remet comme échantillon? Quelle information avez-vous à votre disposition? En fait, il faut s'imaginer l'ADN comme une immense molécule dans laquelle vont être contenues toutes les informations qui vont servir au fonctionnement du corps humain. Et on s'en sert beaucoup en termes de diagnostic des maladies génétiques, par exemple. Mais nous, en termes de police scientifique, on va s'intéresser qu'à une toute petite partie de l'ADN qui va permettre essentiellement d'identifier les individus. Est-ce que ça veut dire qu'on vous interdit d'aller regarder ailleurs? Absolument. Actuellement, les dispositions sont prises pour que nous n'étudions que des régions qui sont non codantes. C'est-à-dire qui ne puissent pas donner d'informations sur l'avenir de santé de l'individu. Alors, par exemple, autour de ce banc, il y a des dizaines de mégots de cigarettes. Si on en prenait un, que vous l'observiez, est-ce que vous êtes capable de trouver sur ces mégots de cigarettes l'âge, la taille de la personne qui l'a fumé, qui l'a porté à ses lèvres? À l'heure actuelle, non, nous ne faisons que des identifications, c'est-à-dire nous sommes capables de trouver l'individu qui a fumé ce mégot de cigarette. Mais dans l'avenir, on peut imaginer, et des travaux sont en cours à l'heure actuelle, sur la définition de certains caractères. Alors effectivement, l'âge en est un, puisqu'on sait qu'il y a des régions de l'ADN qui vont varier en taille en fonction de l'âge. Et puis on va découvrir avec le séquençage du génome, bien sûr, tous les gènes qui vont coder pour la couleur des yeux, pour la forme du nez, pour la forme des oreilles, etc. Donc on peut imaginer que d'ici peut-être 20 ans ou 30 ans, ce n'est pas pour demain, on pourra tout à fait faire le portrait robot de l'individu qui aura fumé ce mégot de cigarette. Combien ça coûte aujourd'hui de déterminer qui a fumé ce mégot? Vous facturez de l'ordre de 2000 francs. On est actuellement dans une période de fascination vis-à-vis de la science de la génétique. Et on pense qu'il y a de l'ADN, qu'on laisse des traces d'ADN sur tous les objets. C'est vrai? Absolument. Dès que vous allez toucher un objet, vous allez laisser des traces d'ADN. Le problème ensuite, c'est une question de quantité. Il faut que vous laissiez suffisamment d'ADN pour que nous puissions l'identifier, puisque nous avons quand même des niveaux de sensibilité qui sont limités. Il y a eu beaucoup de progrès réalisés depuis 1985? C'est une révolution dans notre domaine aussi. En 1985, il faut imaginer qu'on avait besoin de quantités extrêmement importantes d'ADN. On ne pouvait pas, par exemple, analyser un mégot de cigarette. C'était impossible. Il a fallu attendre les nouvelles techniques, qu'on appelle les techniques d'amplification, donc dans les années 90 par là, pour être capable d'analyser ce type de prélèvement. Vous avez gagné aussi en vitesse. C'était très long à l'époque, au tout début. Absolument. Il y a encore 4 ou 5 ans, on avait besoin d'une semaine et demie pour obtenir le premier résultat. À l'heure actuelle, on arrive à travailler dans le temps de la garde à vue, c'est-à-dire travailler en moins de 24 heures pour avoir les informations qui permettent soit d'inculper, soit de disculper l'individu. Dans l'affaire Angélique Dumez, les policiers disposent d'une empreinte retrouvée sur place, qui est très probablement celle du tueur, violeur de la jeune fille. Mais encore faut-il pouvoir la comparer à d'autres empreintes. Il y a quelques années, l'entourage d'Angélique Dumez a fondé une association qui réclame la création d'un fichier élargi dans lequel seraient répertoriées les empreintes génétiques de tous les criminels et de tous les délinquants en France. Compiègne, 13 octobre 1996, Angélique Dumez et ses amis sortent en boîte de nuit. 3h45 du matin, la petite bande quitte la discothèque, sauf Angélique. La jeune fille s'amuse et préfère rester. Personne ne se souvient de l'avoir vue partir. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé dans la forêt, à 5 km de la ville. Angélique a été agressée sexuellement, puis assassinée. Elle allait avoir 19 ans. Ce square de Compiègne était son terrain de jeu. Sa mère y revient de temps en temps. Je viens souvent sur ce banc, dès que je peux. Quand il commence à faire beau, je viens toujours là. C'était le banc Angélique, on peut dire. Elle descendait souvent de la maison.
Et elle venait s'asseoir là avec ses copines, ses copains, et fumer sa petite cigarette, et c'était son banc. Marie-Pierre Mazier se souvient de sa solitude et de son isolement après la mort tragique de sa fille. Mes amis avaient du mal à venir me voir. Je pense que c'est parce qu'ils respectaient mon chagrin aussi. Et en fait, ils se sont rendus compte que j'étais vraiment seule. Et ils se sont dit qu'il fallait effectivement faire quelque chose pour moi. L'absence d'Angélique et le chagrin de sa mère pèsent sur le quartier. 1 an et demi après le meurtre d'Angélique, Martine Capiez et sa fille Isabelle Bockel décident de rompre le silence. Il y avait ce côté où nous avions envie d'aller vers elle pour l'aider. Et puis ce côté, je vais dire morbide, à la limite c'est vrai que le viol, l'assassinat, c'est quelque chose de tabou quand même. Hein. Lorsqu'on a vu tout ce temps qui passait, et puis Marie-Pierre qui pleurait, c'est pas possible, il faut l'aider. Et je lui ai dit, je vais vous aider, mais je pourrais pas pleurer. Donc il faudra suivre et puis il faudra se battre avec nous parce que sinon, si vous nous aidez pas, on n'aura pas la force d'aller très loin. Et c'est Marie-Pierre qui nous motive, qui nous dit oui, c'est bien, continuez. Afin que le meurtre d'Angélique ne tombe pas dans l'oubli, Martine Capiez et sa fille créent une association. Son nom, Angélique, un ange, est passé. On a commencé par la marche blanche. On avait environ 400 personnes, c'était beaucoup, c'était très émouvant parce que moi c'était une des premières fois où j'allais à l'endroit où on a retrouvé Angélique et tout le monde était venu avec une rose blanche. Enfin, on a tous déposé notre rose à la plaque et c'était quelque chose de très, très émouvant pour moi et pour les amis d'Angélique. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont craqué quand on a dévoilé la stèle. 2 ans après la marche blanche, les amis d'Angélique reviennent ensemble à la stèle. C'est à leur initiative que celle-ci a été érigée. La marche blanche, elle était surtout pour le souvenir d'Angélique, puis ça faisait déjà 2 ans qu'elle était décédée et qu'on n'avait toujours pas retrouvé l'assassin. Donc c'était à la mémoire de tout ça, puis pour pas l'oublier aussi. La phrase « à partir de jamais nous pourrons gravir la marche oublie », ça c'est nous. Parce que c'est tiré d'une chanson qu'elle affectionnait Angélique. Les traces retrouvées sur le corps d'Angélique sont la seule piste que possèdent les enquêteurs. Le juge ordonne une comparaison de l'empreinte génétique avec celle des proches de l'adolescente. Au bout de 2 mois, on a fait le test ADN. Je me suis senti un petit peu suspecté, mais bon, après, en recevant les résultats, on s'en soulageait. Mais bon, c'était le truc, il fallait le faire, c'est tout. Donc, de toute façon, ça fait partie, ils font leur travail. Hein. Puis au moins, pour Marie-Pierre, ça lui faisait un soulagement parce qu'au moins, elle était sûre. Parce que comme on dit, ça peut venir de n'importe qui, même la personne qu'on connaît depuis longtemps. En France, il n'existe pas de fichier d'empreinte génétique opérationnel. Par conséquent, aucun moyen de comparer la carte génétique du meurtrier à celle d'autres délinquants ou criminels. L'association Angélique s'engage alors dans un combat pour qu'un tel fichier voie le jour. Je veux me battre, oui, pour qu'il y ait un fichier d'empreinte génétique en France et en Europe. C'est important. Malgré tout, malgré mon combat que je mène à côté de l'association, ma priorité reste et restera toujours l'arrestation de l'assassin d'Angélique. 890 jours après la mort de sa fille, Marie-Pierre Mazier et l'association Angélique organisent un appel à témoins. On a organisé un lâcher de ballons dans le square. Il y avait presque 1000 ballons. Et il y avait un ballon, une grosse grappe de ballons à laquelle on avait attaché une grande photo d'Angélique en noir et blanc. Et la grappe de ballons s'est envolée et elle a fait le tour comme ça. Elle a fait le tour du square en fait, un petit peu pour dire au revoir à tout le monde avant de s'envoler. C'était très émouvant. La loi du 17 juin 1998 prévoit la création d'un fichier national d'empreintes génétiques. Seront recensés les délinquants sexuels définitivement condamnés et les traces génétiques retrouvées sur les lieux d'agression sexuelle. Septembre 99, plus d'1 an après le vote, le décret d'application de la loi n'est pas encore publié. L'association Angélique multiplie les pressions sur le ministère de la Justice. Mais pour Marie-Pierre Mazier, le fichier tel qu'il est prévu par la loi est beaucoup trop restrictif. Il faudrait que tous les délinquants soient répertoriés dans ce fichier. Tous
tous les délinquants. Je sais que je me fais mal voir quand je dis ça, mais tant pis. Le moindre petit voleur de voiture, il faut qu'il soit dans ce fichier. Quand on prend l'exemple de Guy Georges, il n'a pas commencé par tuer, hein. Il a commencé par voler des voitures. Bon, on voit ce que ça a donné. Il faut que ça commence comme ça. Liliane Rocher et Anne Gauthier, mères de 2 des victimes du tueur de l'Est parisien, se sont jointes au combat de l'association Angélique. Quel que soit le combat dans lequel on s'implique, on ne peut pas oublier et faire son deuil de la mort d'un enfant. Je crois que il faut gérer cette situation, il faut gérer la douleur, il faut gérer le chagrin. C'est quand même un combat et ça sert également à ce que la vie conserve un sens pour la mémoire de nos filles. 30 avril 2000, l'association Angélique tient son assemblée générale annuelle. C'est ici, au Casac, une salle de quartier pour les jeunes de Compiègne, qu'Angélique avait l'habitude de retrouver ses amis. Nous sommes la seule association en France à se battre pour la mise en place du fichier d'empreinte génétique, mais pas dans la forme où il va être mis en place, pour d'autres choses. Madame Gauthier. Aujourd'hui, avec la loi telle qu'elle est votée, avec les décrets d'application tels qu'ils vont être faits, j'affirme absolument, je suis catégorique, on n'aurait pas trouvé Guy Georges. Parce que ne seront dans les fichiers, dans l'état actuel des choses, que les agresseurs sexuels condamnés. Rien ne nous dit que l'assassin de la petite Angélique est en effet ou un primaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire celui qui passe pour la première fois à l'acte, ou quelqu'un qui a déjà agressé, mais sans sexualité forcément. Donc ce gars-là, il n'est pas dans le fichier. Vous voyez ? Et donc pour trouver l'assassin d'Angélique, puisque nous sommes ici pour défendre sa mémoire, pour trouver son assassin, il faut absolument qu'on arrive à ce que ce fichier se mette en place là, maintenant, bien, très bien, mais il faut qu'on travaille, il faut qu'on lutte de toutes nos forces pour que ce ne soit pas seulement les agresseurs sexuels condamnés. Un an plus tard, ces femmes obtiennent partiellement gain de cause, car le procès Guy Georges a démontré les limites d'un fichier réservé aux seuls délinquants sexuels. Le gouvernement décide donc d'élargir ce fichier aux personnes condamnées définitivement pour crime, c'est-à-dire pour meurtre, vol avec violence ou acte de terrorisme. Que le fichier ait été élargi, c'est bien, très bien, mais c'est très insuffisant puisque ne seront mis dans ce fichier que déjà les criminels définitivement condamnés. Et insuffisant parce que moi je pense que le suspect doit avoir les tests génétiques dès la première minute de sa garde à vue. Cette notion de criminel définitivement condamné est pour nous une notion beaucoup trop réductrice. D'abord parce qu'entre le moment où un individu est arrêté et où une instruction est ouverte, où elle se termine, où ensuite il est renvoyé devant une cour d'assises, et qu'ensuite il obtient un jugement définitif, puisque maintenant effectivement on peut faire appel des arrêts de cour d'assises, il peut s'écouler 10 ans, pendant lesquels son empreinte n'est pas dans le fichier, alors qu'il pourrait être intéressant de la comparer avec des affaires non élucidées. Pour la ministre de la Justice, Maryse Lebranchu, le fichier des empreintes génétiques, même élargi, doit respecter un principe fondamental, la présomption d'innocence. On ne garde pas dans un fichier quelqu'un qui est simplement présumé innocent. Pourquoi ? Parce que si cette personne a un non-lieu, il n'y a aucune raison de garder ses empreintes dans le fichier. En revanche, rien n'empêche quelqu'un, pendant toute une procédure, quelqu'un de présumé innocent, bien sûr, dans notre système, de volontairement donner ses empreintes génétiques pour les comparer à telle ou telle trace trouvée à tel ou tel endroit. Moi, je pense que le dossier, même avec cet amendement qui l'a déjà largement ouvert, n'est pas fermé. Et que dans l'évolution, on peut imaginer que tout un chacun accepte de donner son empreinte génétique comme il a donné autrefois son empreinte digitale. C'est-à-dire, personne ne peut vous le dire aujourd'hui. On ira peut-être très loin, parce que c'est ça, l'évolution scientifique. Je pense que toute personne qui a envie que la justice passe, mais qui est parfaitement certaine de son innocence, donne très facilement son empreinte génétique. Il y a encore 3 ans, on nous prenait pour des extraterrestres quand on commençait à parler d'ADN, de la nécessité de cela. Ouais. Et puis ça y est, on y arrive petit à petit. La ministre de la Justice l'a promis, le fichier commencera à fonctionner à la fin de l'année, plus de 3 ans après le vote de la loi. Le combat de l'association Angélique n'est pas pour autant terminé. Oui, il faut continuer. Ouais. Il faut continuer et tant qu'on n'aura pas une extension totale, comme il y a en Grande-Bretagne, je crois qu'on aura encore du travail.
Effectivement, les autorités britanniques ont mis en place un fichier d'empreintes génétiques beaucoup plus large. Ici, l'empreinte du moindre suspect peut être relevée par les policiers. Mais seuls les profils génétiques des criminels et des délinquants définitivement condamnés sont conservés dans le fichier. Mais un projet de loi pourrait être bientôt voté qui autoriserait l'archivage de toutes les empreintes. Ce reportage de la BBC nous montre des officiers de la brigade des stupéfiants qui se préparent à perquisitionner chez des trafiquants de drogue présumés. L'ADN des suspects sera prélevé dès leur interpellation. Malgré le coût important des relevés ADN, les forces de police sont persuadées qu'ils seront rentables. Ils permettront de résoudre plus d'affaires dans des délais plus brefs. En moyenne, chaque mois, les enquêteurs britanniques procèdent à 30 000 prélèvements d'ADN. 2 ans après sa création, le fichier du laboratoire de Birmingham contient déjà 900 000 empreintes génétiques. Gilles Bertil, vous n'êtes pas un juge d'instruction du genre bavard. On ne vous voit pas souvent devant les caméras. Qu'est-ce qui vous fait sortir du bois dans cette affaire d'empreintes génétiques ? Je ne sais pas si je sors du bois, mais je crois que j'aurais aimé d'abord que ce fichier soit mis en place beaucoup plus tôt. Pour être très clair, vous souhaiteriez qu'il y ait, vous, dans ce fichier, toutes les personnes soupçonnées, entendues ou seulement condamnées ? En matière de terrorisme, combien de personnes sont mises en examen, puis relâchées et jamais condamnées ? Vous aimeriez bien, j'imagine, avoir leur empreinte génétique au cas où un jour on retrouverait une trace dans une cagoule. Pas seulement en matière de terrorisme, mais même en matière d'infraction et de crimes sexuels. Et comme ce fichier est justement présenté, d'après les travaux parlementaires, comme un instrument de lutte contre la récidive, dans un domaine où effectivement le taux de récidive est important, eh bien ce fichier va se révéler grandement inopérant. Que répond le président de la Ligue des droits de l'homme ? Ce qui me choque beaucoup, c'est le fichier des suspects. Car il y a là quelque chose qui est dangereux. Il est évident qu'à partir du moment où vous faites un fichier des suspects, que vous connectez à un certain nombre d'autres fichiers, vous créez une sorte de catégorie particulière de citoyens qui sont les suspects. Ça fait dring-dring quand on rentre dans l'ordinateur. Voilà. Et donc, alors, bien entendu, tout cela, au niveau d'un État démocratique, d'un État qui respecte les libertés, personne pense que cet État ne va pas se servir de cela pour porter atteinte aux libertés au nom de la raison d'État. Mais les dérapages de l'État sont des dérapages que l'on connaît. Objection recevable, comme diraient les Américains, hein, Gilles Bertil ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je pense que le premier des droits de l'homme, qui conditionne d'ailleurs l'exercice de tous les autres, c'est celui de rester en vie. On est quand même obligé de constater, et j'en ai donné l'exemple tout à l'heure, que si on limite un fichier d'empreintes génétiques en l'alimentant avec les seuls profils génétiques des condamnés définitifs, déjà compte tenu des délais de résolution des affaires et de traitement des procédures, cela va nous reporter dans une vingtaine d'années avant que ce fichier ne soit véritablement performant et efficace. Et puis surtout, suspect, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire quelqu'un contre qui on nourrit un certain nombre de prévention, de charges d'avoir commis les faits qui font l'objet de la poursuite. C'est un peu comme si on essayait de faire fonctionner un fichier d'empreintes digitales uniquement avec les empreintes digitales des condamnés définitifs. Alors si on veut l'inefficacité, qu'on le dise. Mais qui va cataloguer la personne comme suspect ? Qui va avoir cette indépendance nécessaire, ce recul nécessaire pour cataloguer telle ou telle personne comme suspect? Qui va être suspect? La personne qui va porter plainte dans une affaire? Est-ce que la personne qui va porter plainte dans une affaire, quelle qu'elle soit, va être, puisque son nom a été prononcé, le témoin? Qui va être catalogué? C'est la police qui va déterminer les personnes qui sont cataloguées? Où est l'indépendance de la police? Depuis quand la police est indépendante dans notre pays? Je vous dis, problème, je suis tout à fait d'accord, je dis simplement précaution. Précaution en matière de liberté, comme il y a des précautions en matière scientifique. Personne n'est bien entendu pour le crime, et tout le monde est bien entendu pour la répression du crime. Mais il faut bien dire une chose, c'est qu'on n'a jamais le droit, et c'est un des principes fondamentaux des droits de l'homme, de la Déclaration universelle, on ne peut pas, au nom d'un droit, limiter un autre droit. Et il faut bien voir qu'il y a un certain nombre de droits qui sont absolument indispensables. Or, une société comme la nôtre doit être une société libre. C'est très important. Bien entendu, une société parfaitement ordonnée, une société parfaitement régulée, une société dans laquelle l'emprise des pouvoirs publics est totale, une société qui est une société de sécurité absolue, eh bien, ce n'est plus une société libre.
Depuis mars 2003, la consultation du fichier national des empreintes génétiques a été élargie aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants. Cette histoire en forme de conclusion provisoire. Aux États-Unis, un homme s'était lui-même accusé de 6 meurtres et d'un viol. Il était en prison depuis 22 ans. Il vient d'être innocenté grâce à son ADN.